Depuis toujours, le rugby français fascine. Un style imprévisible, instinctif, ce que beaucoup appellent le French flair. Une créativité que beaucoup d'équipes nous envient. Une capacité à faire basculer un match sur une inspiration, une passe venue d'ailleurs, une fulgurance. On dit souvent qu'il faut essayer d'attraper un coq pour comprendre. Rapide, imprévisible, impossible à anticiper. Comme le jeu du 15 de France. Et pourtant, malgré ce talent, malgré ces éclairs de génie, la France n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Depuis 1987, les Bleus passent tout près, encore et encore. Voici l'histoire complète d'un rêve qui se brise, mais ne disparaît jamais. Dans cette vidéo, à travers les différentes Coupes du Monde, on va essayer de comprendre ce qui fait que la France est devenue, au fil des années, le Poulidor du rugby. Toujours placé, mais jamais sacré. 1987, première Coupe du Monde de rugby. La France réalise un très beau parcours et atteint la finale. Mais avant ça, les Français ont déjà livré un combat énorme en demi-finale face à l'Australie. Un match extrêmement dur, physiquement et mentalement. Une rencontre qui se joue jusqu'aux derniers instants. Et puis, cet essai de Serge Blanco. Dans les toutes dernières secondes, un moment mythique, un essai entré dans l'histoire, un éclair de génie qui envoie la France en finale. Quelques jours plus tard, les Français affrontent en finale le gratin du rugby mondial, les All Blacks, chez eux, en Nouvelle-Zélande. Une équipe qui a écrasé tous ses adversaires pendant la compétition. Pendant que la Nouvelle-Zélande déroule, la France, elle, sort d'un combat. Une demi-finale intense, éprouvante, jusqu'au bout. Un match qui laisse des traces. Les Français arrivent en finale fatigués, affaiblis physiquement. Et en face, il y a la Nouvelle-Zélande, une référence mondiale. Plus puissant, plus organisé, plus discipliné. Là où la Nouvelle-Zélande est déjà structurée, presque professionnelle, le rugby français, lui, reste encore en partie amateur. Le talent est là, mais pas encore le système pour rivaliser à ce niveau. La différence se fait naturellement. La Nouvelle-Zélande s'impose. La France passe à côté de sa première Coupe du Monde, mais cette fois, il n'y a pas vraiment de regret. Elle était simplement moins forte. Et malgré tout, elle ne s'incline que 27-7. Face à cette équipe, c'était presque un exploit. 1991, la deuxième Coupe du Monde. Elle se déroule en Europe, principalement en Angleterre. Cette fois, la France arrive avec plus d'expérience, avec une génération talentueuse. Des joueurs comme Philippe Sella, Serge Blanco ou encore Didier Cambera-Béraud. Une génération talentueuse, mais pas encore complète. Le niveau mondial progresse, les équipes deviennent plus organisées, plus rigoureuses. Mais le rugby reste encore amateur, et certaines nations prennent déjà de l'avance dans la manière de jouer. En quart de finale, la France affronte l'Angleterre. Un match fermé, engagé, très tactique. Un rugby pragmatique, structuré, efficace. Tout ce que les Anglais maîtrisent parfaitement, à l'opposé du style français. Plus instinctif, plus créatif, mais aussi plus irrégulier. Et dans ce type de confrontation, la France a du mal à imposer son jeu. Moins de rythme, moins de liberté. L'Angleterre contrôle et la France s'incline. Une élimination frustrante, parce que cette fois, elle avait les moyens d'aller plus loin. 1995. La Coupe du Monde se déroule en Afrique du Sud, un contexte très particulier. Pendant des années, le pays a été exclu des compétitions internationales à cause de l'apartheid. Mais en 1995, l'Afrique du Sud fait son retour et organise la Coupe du Monde chez elle. Un événement énorme, sportif, mais aussi politique, avec une nation entière derrière son équipe. Une équipe des Springboks, portée par tout un peuple. Et cette Coupe du Monde marque aussi un tournant. Le rugby bascule, il devient professionnel, les structures évoluent, le jeu change et certaines nations s'adaptent plus vite que d'autres. La France, elle, arrive avec du talent, mais encore des zones d'ombre. Et pourtant, le parcours est impressionnant. En demi-finale, la France affronte l'Afrique du Sud, chez elle, dans une ambiance exceptionnelle. Un pays entier derrière son équipe. Le contexte est énorme, sportif, mais aussi politique. Et cette fois, la France n'est pas venue pour faire de la figuration.
Alesta est venu pour gagner, et les conditions sont extrêmes. Une pluie battante, un terrain presque impraticable. Un match fermé, tendu, indécis. Chaque action compte. Et pourtant, la France est là, solide, courageuse, à quelques minutes de l'exploit. Et puis, vient ce moment, un essai français, refusé, celui d'Abdelatif Benazi. Une décision qui fera polémique. Encore aujourd'hui, le match bascule. L'Afrique du Sud tient et s'impose 19-15. La France passe tout près, très près. Cette fois, ce n'était plus une question de niveau, mais de détails, de circonstances, peut-être même de destin. 1999. La Coupe du Monde se déroule principalement au Royaume-Uni, avec une finale au Pays de Galles. 4 ans après 1995, la France arrive avec des souvenirs encore douloureux. Cette demi-finale perdue face à l'Afrique du Sud est restée dans les têtes, difficile à digérer. Le rugby est désormais professionnel. Le niveau a encore franchi un cap. Les équipes sont plus préparées, plus physiques, plus organisées, et la France reste une équipe imprévisible, capable du meilleur comme du pire. Avec une génération talentueuse, des joueurs comme Fabien Galtier, Christophe Dominici ou encore Philippe Bernassal. Mais cette fois, elle ne fait pas partie des grands favoris. Tous les regards sont tournés vers d'autres nations. La Nouvelle-Zélande, immense favorite. L'Australie, très solide. Et l'Afrique du Sud, toujours présente. La France, elle, avance un peu dans l'ombre, avec du talent, mais encore des incertitudes. Et puis, arrive cette demi-finale, face à la Nouvelle-Zélande, les All Blacks, immense favoris du tournoi. Une équipe impressionnante, puissante, rapide, implacable, avec une star au-dessus de tous, Jonah Lomu. Inarrêtable, il écrase tout sur son passage, et à la mi-temps, les All Blacks mènent largement. Tout le monde pense que le match est plié, que la messe est dite, que la France va s'incliner, logiquement. Mais c'est sans compter sur le French flair, cette capacité unique à renverser l'impossible, à jouer sans calcul, à se libérer, et en quelques minutes, tout bascule. Et au cœur de cette remontée, un homme, Christophe Lamaison, Titou, le match de sa vie, il passe tout, des drops, des pénalités, des coups de pied à suivre, chaque ballon devient dangereux, chaque action fait basculer le match. La France enchaîne, et en face, les All Blacks doutent, pour la première fois. Les passes s'envolent, les espaces s'ouvrent, et les essais s'enchaînent. Christophe Dominici, Philippe Bernassal, un rugby total, instinctif, incontrôlable, une remontée incroyable, inoubliable. Pour tous ceux qui l'ont vécu, la France renverse les All Blacks, 43-31, un des plus grands exploits de l'histoire du rugby. Ce jour-là, la France montre qu'elle peut battre n'importe qui, même les meilleurs du monde. La France est donc en finale, pour la deuxième fois de son histoire. Mais une nouvelle fois, elle a peut-être déjà joué sa finale avant l'heure, comme en 1987. L'exploit face aux All Blacks a laissé des traces, physiques, mais aussi émotionnelles. Toute l'Europe vibre pour cette équipe de France. Joueuse, imprévisible, capable de renverser n'importe qui. Mais le miracle n'aura pas lieu. En face, l'Australie, une équipe solide, disciplinée, parfaitement en place. Les Australiens sont plus frais, plus en jambes, moins diminués. Et dans ce type de match, ça fait la différence. La finale est maîtrisée, contrôlée. La France subit et s'incline 35-12, une défaite logique. Malgré tout, les Bleus réalisent un très beau tournoi et offrent au monde du rugby, ce qui restera, pour beaucoup, comme le match du siècle. Cette demi-finale incroyable face à la Nouvelle-Zélande. 2003. La Coupe du Monde se déroule en Australie. Le rugby est désormais pleinement professionnel. Les équipes sont plus structurées, plus physiques, plus tactiques. Le niveau est très élevé. La France arrive avec une équipe solide, expérimentée, avec des joueurs comme Fabien Galtier, Frédéric Michalak ou encore Serge Betsen. Une équipe capable de rivaliser, mais qui ne fait pas partie des grands favoris. Tous les regards sont tournés vers l'Angleterre. Impressionnante.
ultra pragmatique, avec un joueur au sommet de son art, Jonny Wilkinson, précis, froid, clinique. La France réalise un parcours sérieux, appliqué, mais en demi-finale. Elle tombe sur cet adversaire redoutable. Un rugby parfaitement maîtrisé, structuré, efficace, sans fioriture. Le match est fermé, tactique. La France tente, mais se heurte à un mur. L'Angleterre contrôle et finit par s'imposer. 24-7, une défaite nette, sans contestation. Cette fois, la France n'a pas trouvé la solution. Et quelques jours plus tard, l'Angleterre confirme. En finale, face à l'Australie. Un match serré, tendu, indécis jusqu'au bout. Et dans le temps additionnel, Jonny Wilkinson délivre son équipe. Avec un drop d'anthologie, l'Angleterre devient championne du monde. Une première pour une nation de l'hémisphère nord. 2007, la Coupe du Monde se déroule en France, à domicile, avec tout un pays derrière son équipe. Les attentes sont énormes, mais la France arrive avec des doutes. Une équipe capable du meilleur comme du pire. Face à elle, la Nouvelle-Zélande. Encore une fois, les All Blacks sont immenses favoris, peut-être même plus que jamais. Tout le monde les voit déjà champions du monde, mais ce soir-là, tout va basculer. Un match intense, engagé, sous pression. Les Français répondent présents, physiquement, mentalement. Ils s'accrochent, ils résistent, et puis ils prennent le dessus. Mais derrière, il faut tenir. Et la défense française est exceptionnelle. Un combat de chaque instant. Chaque plaquage compte, chaque mètre est défendu. Les minutes passent et les All Blacks poussent. Mais la France tient jusqu'au bout. Et cette victoire laissera des traces et des discussions. Notamment sur ce dernier essai français, une action litigieuse, avec une passe en avant, non sifflée. Un détail qui change tout. Les All Blacks auront du mal à l'accepter, pendant longtemps. Mais le résultat est là. La France s'impose. 20-18. Un nouvel exploit, une nouvelle fois, face aux meilleurs du monde. Portée par cet exploit, la France se retrouve en demi-finale, face à l'Angleterre, encore une fois. Un adversaire qu'elle connaît parfaitement, mais le contexte est très différent, moins d'émotion, moins d'énergie. Comme souvent, après un exploit. Le match est fermé, très fermé. Un combat tactique, un rugby d'occupation, peu d'espace, peu de folie. Et dans ce type de match, l'Angleterre excelle, pragmatique, disciplinée, efficace. La France tente, mais n'arrive pas à se libérer. Le jeu est taché, les occasions rares, et petit à petit, l'Angleterre prend le dessus, sans briller, mais en contrôlant. La France s'incline, 14-9, une défaite frustrante, parce qu'après l'exploit contre les All Blacks, tout semblait possible. Et quelques jours plus tard, l'Afrique du Sud remporte la finale, face à l'Angleterre, 15-6. Les Springboks deviennent champions du monde. Après 2007, une nouvelle génération arrive. Des joueurs comme Thierry Dusautoir, Vincent Clerc, Imanol, Harry Nordoki, Dimitri Yachvili, Pascal Papé, pour ne citer qu'eux. L'espoir renaît, mais l'histoire va encore se répéter. 2011, la Coupe du Monde se déroule en Nouvelle-Zélande. Et cette fois, la France n'arrive pas en favorite, loin de là. Le parcours est compliqué, très irrégulier. Les Bleus sortent des phases de poule, en ayant déjà perdu 2 matchs, dont une lourde défaite. Face aux All Blacks, clair, dominant, sans contestation. La France doute, le jeu est fragile. Les critiques sont nombreuses, mais malgré tout, elle avance. En quart de finale, elle bat son vieil ennemi le 15 de la Rose, 19-12, la France reprend des couleurs. Et en demi-finale, elle affronte le pays de Galles. Une équipe redoutable, en pleine confiance. Le match est tendu, accroché et bascule rapidement. Les Gallois se retrouvent à 14. Mais malgré cet avantage, la France souffre. Elle peine à faire la différence. Une pénalité de 50 mètres dans les dernières minutes du match aurait pu tout faire basculer. Mais voilà, le ballon est trop court et la France maintient son point d'avance. Et les voilà en finale, une nouvelle fois, face aux All Blacks. Les All Blacks sont archi favoris. Ils jouent chez eux, devant tout un peuple. Et ils marquent rapidement. Mais très vite, quelque chose se ressent.
Les Français comprennent rapidement que l'arbitrage ne sera pas en leur faveur. Morgan Parra sortira sur un vilain coup non sanctionné. Les Néo-Zélandais ne peuvent pas se rater. Pas ici. Pas devant leur public. Malgré tout, ils doutent. En face, la France est différente. Plus solide. Plus déterminée. Plus habitée. On l'avait déjà senti avant même le coup d'envoi. Lors du haka. Le match est étouffant. Chaque action compte. Et la France joue sa chance à fond. Elle finit par marquer. Un essai de Thierry Buzotoir, le capitaine. 8-7. La finale est totalement relancée. Et à partir de là, les All Blacks subissent. Ils ne dominent plus. C'est la France qui devient dangereuse, qui pousse, qui avance. Mais les minutes passent. Et les décisions ne tournent pas toujours en sa faveur. Plusieurs situations litigieuses, des hors-jeux, des fautes non sifflées. Le doute s'installe, la frustration monte. Et malgré tous leurs efforts, les Français n'arrivent pas à repasser devant. Et en fin de match, une dernière occasion, une pénalité lointaine. François Trinduc s'avance, il frappe, mais ça ne passe pas. Une chance de revenir qui s'envole. Le temps s'écoule, jusqu'à cette dernière action. La France perd le ballon. Les All Blacks dégagent et le match s'arrête. La Nouvelle-Zélande est championne du monde. 8-7. Chez elle, sous les acclamations du public. Les Français, eux, sont abattus. Parce que ce jour-là, même s'ils n'étaient peut-être pas la meilleure équipe du tournoi, ils étaient sans doute la meilleure équipe de cette finale. 2015. La Coupe du Monde se déroule en Angleterre. La France arrive sans vraiment convaincre. Le jeu est brouillon. L'équipe manque de repères. Et en quart de finale, elle retrouve la Nouvelle-Zélande. Encore une fois. Mais cette fois, il n'y aura pas de miracle. Les All Blacks sont largement au-dessus. Précis, puissants, cliniques. La France subit et s'incline lourdement. 62-13, une défaite historique. La plus sévère de son histoire en Coupe du Monde. Cette fois, il n'y a pas de débat. L'écart est trop grand. Et quelques jours plus tard, la Nouvelle-Zélande confirme. Elle remporte la finale face à l'Australie. 34-17. Les All Blacks conservent leur titre et s'imposent comme la meilleure équipe du monde. 2019, la Coupe du Monde se déroule au Japon. Et cette fois, un vent de renouveau souffle sur l'équipe de France. Une nouvelle génération arrive, plus jeune, plus dynamique, avec des joueurs comme Antoine Dupont, Romain Ntamak ou encore Grégory Aldrit. Le talent est là, mais l'équipe reste encore irrégulière, capable du meilleur comme du pire. La France réalise un parcours encourageant et se qualifie pour les quarts de finale, face au pays de Galles. Un match maîtrisé, pendant longtemps. La France mène, contrôle et semble tenir sa qualification. Mais une fois encore, tout bascule. Un carton rouge, des erreurs et une fin de match qui échappe. Le pays de Galles revient et s'impose 20-19. Une élimination cruelle. Parce que cette fois, la France avait le match en main. Et quelques jours plus tard, l'Afrique du Sud remporte la finale face à l'Angleterre, 32-12. Les Springboks deviennent champions du monde, confirmant leur puissance et leur maîtrise dans les moments décisifs. 2023, la Coupe du Monde se déroule en France, à domicile, avec une génération exceptionnelle, peut-être la plus complète depuis longtemps. Les attentes sont immenses, mais cette édition a une particularité. Les 4 meilleures équipes du monde se retrouvent du même côté du tableau. La France, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et l'Afrique du Sud. Résultat, des quarts de finale au niveau d'une finale. Dès le début, le ton est donné. Match d'ouverture. France, Nouvelle-Zélande. Encore une fois, un choc, un vrai. Et cette fois, la France répond présent. Elle s'impose. 27-13. Un message fort. Et la suite confirme cette impression. La France domine largement sa phase de poule. Elle bat l'Uruguay 27-12, puis la Namibie 96-0 et enfin l'Italie 60-7. Une équipe impressionnante, rapide, puissante, solide mentalement. La France semble extrêmement forte, peut-être plus forte que jamais. Elle termine première de son groupe,
Devant les All Blacks, de l'autre côté, l'Irlande, numéro 1 mondial. Devant l'Afrique du Sud, comme si les nations de l'hémisphère nord avaient décidé de ne pas s'affronter, ou en tout cas, pas tout de suite. Mais une chose est sûre, les quarts de finale s'annoncent explosifs, et pour la France, le défi est immense. Elle affronte l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, dans un match qui s'annonce déjà exceptionnel. Mais avant ce match, un nouveau coup dur, Antoine Dupont, le capitaine, touché au visage quelques semaines plus tôt. Incertain jusqu'au dernier moment, il décide finalement de jouer, avec un casque, un symbole, celui d'un joueur prêt à tout pour son équipe. Et dès le début du match, la France frappe fort, très fort. Une entame parfaite, de l'intensité, de la vitesse, de l'engagement. Les Bleus prennent le match à leur compte. Ils marquent rapidement et mettent sous pression les Sud-Africains. Le stade s'enflamme, tout un pays y croit. Les Sud-Africains sont dominés, la France impose son rythme. Elle est proche de marquer un nouvel essai et de prendre le large. Mais une action va tout changer. Une passe française, interceptée, ou presque. Une main sud-africaine vient couper l'action. Une décision contestée. Le joueur tente une interception à une main. Le ballon part vers l'avant. Mais pour l'arbitre, le geste est licite. Le jeu continue. Alors que dans l'autre cas, c'était carton jaune. Et peut-être même un essai de pénalité. Premier tournant du match. Quelques minutes plus tard, sur une chandelle sud-africaine, le ballon retombe. Et Kurt Lee Arendse surgit. Un des joueurs les plus rapides au monde. Il récupère et file à l'essai, contre le cours du jeu. En quelques secondes, on passe d'un possible 14-0 à 7 partout. Le match bascule, et 10 minutes plus tard, sur une nouvelle chandelle, les Sud-Africains insistent, le ballon flotte. La défense hésite, un cafouillage, et l'Afrique du Sud en profite. Deuxième essai, 7-12. La France accuse le coup, mais ne lâche pas. Elle repart à l'assaut, dans le camp sud-africain. Dupont joue rapidement une pénalité. Le jeu s'accélère, et Peato Mauvaka conclut, en coin. La France revient, et là, nouveau tournant. Thomas Ramos s'élance pour transformer, mais Cheslin Kolbe surgit et contre la transformation. Une action rare, et là encore, discutée. Certains estiment qu'il part avant l'élan du tireur, et c'est mon cas après avoir revisionné encore et encore les images. Le doute s'installe, et ces détails commencent à peser lourd. Et à la 25e minute, nouveau coup dur pour les Français. Ils perdent le ballon, une erreur, et à ce niveau, ça ne pardonne pas. Les Sud-Africains réagissent immédiatement. Le ballon circule vite, très vite, et Cheslin Kolbe surgit. Il accélère, dépose tout le monde. Une course fulgurante, à la manière de notre LBB national, et va marquer le 3e essai sud-africain. 12-19. L'Afrique du Sud fait preuve d'un réalisme impressionnant. Le match est intense, spectaculaire, accroché, un vrai combat. Et la France revient, avec un nouvel essai, du paquet d'avant. À la demi-heure de jeu, 19 partout, tout est relancé. Un peu plus tard, nouveau tournant. Carton jaune pour Eben Etzebeth pour un geste dangereux. La France en profite. Thomas Ramos passe 2 pénalités, 25-19. Les Bleus reprennent l'avantage. Le stade explose. Mais l'Afrique du Sud ne lâche rien, jamais. Elle revient, encore, à la 66e minute, sur un ballon porté. Puissance, maîtrise et essai sud-africain. 25-26. Le match devient irrespirable. Chaque action compte, chaque décision pèse et certaines situations font débat. Des fautes non sifflées, des mains au sol dans les ruques, des contestations. Antoine Dupont lui-même le signale à l'arbitre. La tension monte, la frustration aussi. Et à 12 minutes de la fin, l'Afrique du Sud frappe encore. Une pénalité de plus de 50 mètres. 25-29, coup dur. Mais la France ne lâche pas. 3 minutes plus tard, elle revient. Encore, 28-29. Tout un pays y croit. L'espoir est total. Les Bleus repartent à l'attaque. Une contre-attaque magnifique. Le stade retient son souffle. Les Bleus sont dans le camp des Sud-Africains. Ils attaquent encore et encore. Ils cherchent une pénalité qui n'arrivera jamais. Les Box tiennent bon et finissent par arracher le ballon des bras d'un avant français.
Le temps réglementaire est terminé et il dégage la balle dans les tribunes. Le coup de sifflet final retentit. La France est éliminée, 28-29. Un match exceptionnel, mais une défaite cruelle, amère. Parce que ce soir-là, la France avait les armes. Mais une accumulation de détails et de décisions contestées a pesé lourd. Et la polémique ne tardera pas sur l'arbitrage, sur certaines actions clés. Des débats qui dureront longtemps. Et quelques jours plus tard, l'Afrique du Sud continue. Elle s'impose en demi-finale, face à l'Angleterre, dans un match très fermé, encore marqué par des décisions discutées, puis remporte la finale, face à la Nouvelle-Zélande, 12-11. Les Springboks deviennent champions du monde, pour la 4e fois, confirmant leur force, leur réalisme et leur capacité à gagner les matchs qui comptent. Alors pourquoi la France ne gagne pas la Coupe du Monde de rugby ? Ce n'est pas une question de talent, on l'a vu. Depuis des décennies, la France est capable de battre les meilleures équipes du monde. Les All Blacks, l'Afrique du Sud, n'importe qui. Mais elle a du mal à enchaîner, à maîtriser, à contrôler. Là où les plus grandes nations sont constantes, la France est imprévisible, brillante, mais irrégulière. Elle peut toucher les sommets, puis redescendre brutalement. Et à très haut niveau, ce sont les équipes les plus solides, les plus pragmatiques, qui finissent par gagner. La Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, elles savent gagner, même sans briller. La France, elle, brille, mais ne gagne pas toujours. Et c'est peut-être ça, le paradoxe du rugby français. Un rugby capable de faire rêver, de créer des exploits, des matchs inoubliables, mais qui, au moment décisif, laisse encore échapper le trophée. Alors oui, la France gagnera un jour. Ce n'est pas une question de niveau, mais le jour où elle gagnera, ce ne sera pas seulement une victoire sportive, ce sera une victoire mentale. Et maintenant, une autre question se pose. Cette génération a-t-elle enfin ce qu'il faut pour aller au bout en 2027 ? Le talent est là, l'expérience aussi, les cicatrices également. Et parfois, ce sont elles qui font les champions. Alors rendez-vous en 2027, peut-être pour enfin écrire l'histoire.